Je n'aurais jamais imaginé que le moment le plus gratifiant de ma vie se déroulerait dans une salle de bal comble, devant 50 invités bouche bée, lorsqu'un vétérinaire aurait lu la puce électronique de mon chien et que la vérité aurait explosé comme une bombe au beau milieu du baptême de ma petite fille. Le silence qui s'abattit sur la salle était si profond que j'entendais mon propre cœur battre la chamade, avec une force et une joie immenses. Céline, ma belle-fille, était blanche comme un linge, les yeux écarquillés de panique, tandis que tous les regards se tournaient vers elle, attendant une explication qu'elle était incapable de donner. Et moi, Marguerite, la belle-mère qu'elle avait humiliée quelques minutes auparavant, j'étais là, avec mon cher Napoléon à mes côtés, enfin, remise de mes émotions, enfin, de retour chez moi, et enfin prête à révéler tous les mensonges qui avaient été tissés pour me tenir éloignée de mon fils unique. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire. Je suis curieuse de savoir où elle en est. Il me faut revenir au début pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée à ce moment si particulier. Mon mari, Henri, est décédé il y a 7 ans, victime d'un cancer agressif qui nous a pris par surprise et m'a laissé seule à 53 ans. Nous avions construit ensemble une vie confortable, une petite fortune patiemment accumulée au fil des décennies grâce à un dur labeur et à l'épargne. Henri possédait une entreprise d'importation de vin qui avait prospéré et à son décès, je l'ai vendue pour une somme importante. Soudain, je me suis retrouvée avec de l'argent, du temps et un immense vide dans la poitrine. Un vide que seuls ceux qui ont perdu l'amour de leur vie peuvent comprendre. Thomas était tout ce qui me restait. Mon fils unique, mon garçon, qui, à 28 ans, essayait de construire sa vie avec sa femme, Céline, une femme belle et charmante, rencontrée à l'université, et qu'il avait épousée 2 ans avant la mort de son père. Je voulais me sentir utile, faire partie de leur vie, combler ce vide qui me rongeait. Alors j'ai commencé à les aider. Quand Thomas m'a confié que Céline et lui avaient des difficultés à obtenir un prêt pour acheter une maison, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai utilisé une part importante de l'argent de la vente de l'entreprise pour leur acheter une belle maison dans un quartier charmant de la périphérie lyonnaise. Une maison avec jardin, 3 chambres, idéale pour fonder une famille. La gratitude dans les yeux de Thomas ce jour-là m'a empli de joie, et Céline m'a serré dans ses bras avec une telle effusion que j'ai vraiment cru que j'agissais bien, que je tissais des liens solides entre nous. Quelques mois plus tard, quand Thomas m'a dit vouloir ouvrir son propre cabinet de conseil financier, mais qu'il lui manquait un capital de départ, j'ai de nouveau ouvert mon portefeuille sans la moindre hésitation. J'ai investi 50 000 € dans le rêve de mon fils, heureux de pouvoir lui offrir des opportunités qu'Henri et moi n'avions jamais eues dans notre jeunesse. Pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux. J'allais chez eux le week-end, j'apportais des plats faits maison, je les aidais au jardin et je me sentais de nouveau comme un membre de la famille. Mais ensuite, Céline est tombée enceinte et c'était comme si un rideau invisible se refermait entre mon fils et moi. Au début, c'était des petites choses, presque imperceptibles. Mes visites du dimanche ont commencé à être évitées, sous de faux prétextes. Céline ne se sentait pas bien. Ils avaient un besoin de se reposer. Des engagements de dernière minute surgissaient toujours dès que j'annonçais ma venue. Quand j'appelais Thomas, il paraissait distant, pressé, toujours occupé par une urgence. Céline répondait rarement à mes appels, et quand elle le faisait, sa voix était d'une froideur polie qui me déconcertait. C'est à cette époque que Céline mentionna, presque incidemment, lors d'une de mes rares visites autorisées, qu'elle avait toujours rêvé d'avoir un Golden Retriever. Elle regarda mon Napoléon, mon fidèle compagnon depuis la mort d'Henri, et fit remarquer combien ce serait merveilleux d'avoir un tel chien pour le bébé. Un compagnon si affectueux et éducatif. Thomas approuva l'idée avec enthousiasme,
affirmant que ce serait parfait pour la famille qu'ils étaient en train de fonder. Et moi, que Dieu me pardonne, je leur ai donné mon Napoléon. Je leur ai donné mon chien de 5 ans, éduqué, affectueux, mon dernier lien avec Henri, car je désirais ardemment faire partie de cette famille, être la grand-mère présente, la belle-mère généreuse, la matriarche qui unissait tous les membres de la famille. Dire adieu à Napoléon fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Je me souviens d'avoir caressé ses douces oreilles, une dernière fois, d'avoir plongé mon regard dans ses yeux bruns si fidèles, et de m'être promis que je faisais le bon choix. Thomas et Céline semblaient sincèrement heureux lorsqu'ils ont emmené Napoléon ce samedi après-midi, me promettant que je pourrais venir le voir quand je le voudrais, qu'il aurait une vie merveilleuse avec eux et le bébé à venir. Je suis rentrée dans ma maison vide et j'ai pleuré jusqu'à épuisement, serrant contre moi la couverture où Napoléon avait l'habitude de dormir, ressentant le vide amplifié, la solitude plus profonde que jamais. Mais je me suis consolée en pensant que j'avais fait un noble sacrifice, que je contribuais au bonheur de ma famille, qu'une vraie grand-mère agissait ainsi. Les semaines qui suivirent transformèrent ma vie en un cauchemar silencieux de rejet systématique. Lorsque j'appelais pour prendre des nouvelles de Napoléon, pour savoir comment il s'adaptait, Céline me répondait par monosyllabes glaciales qu'il allait bien, qu'il était très aimé, mais que ce n'était pas le bon moment pour que je leur rende visite, car ils étaient occupés à préparer l'arrivée du bébé. Quand ma petite fille est née, une magnifique petite fille prénommée Sophie, je ne l'ai appris que 3 jours plus tard, par un bref SMS dénué d'émotion que Thomas m'a envoyé. Pas d'appel, pas d'invitation à l'hôpital, pas de ce moment magique que j'avais imaginé pendant des mois, celui de tenir ma première petite fille dans mes bras durant ses premières heures de vie. J'ai pleuré seule dans ma cuisine, en regardant la photo pixelisée que Thomas avait jointe au message, sentant quelque chose se briser en moi. Toute tentative de visite était systématiquement bloquée. Céline avait toujours une excuse toute prête. Le bébé avait des coliques. Le pédiatre avait déconseillé les visites. Ils étaient en train de mettre en place une routine. Elle était épuisée et ne pouvait recevoir personne. Quand j'insistais, quand je la suppliais de me laisser voir ma petite fille quelques minutes, sa voix laissait transparaître une irritation à peine dissimulée, comme si j'étais un fardeau, une nuisance qui ne comprenait pas les limites. Thomas, quand je parvenais à lui parler directement, semblait toujours gêné, tiraillé, répétant les paroles de Céline comme un perroquet bien dressé sur l'importance de respecter leur espace en cette période délicate. Je me sentais comme une étrangère, une intruse dans la vie que j'avais moi-même contribué à construire avec mon argent, ma générosité, mon amour inconditionnel. Les mois s'éternisaient dans une lente agonie d'exclusion. Je voyais des photos de Sophie sur les réseaux sociaux, grandissant sans moi, souriant à l'objectif dans les bras d'autres personnes. Céline publiait des photos de fêtes prénatales, avec des amis, de promenades au parc, de moments en famille auxquels j'étais totalement absente. Mais ce qui me déchirait le plus, c'était de voir parfois des photos de Napoléon dans leurs publications. Il apparaissait en arrière-plan sur certaines images, et quelque chose dans ces photos me perturbait profondément, même si je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il semblait différent, moins rayonnant, moins heureux. Mais je repoussais ces pensées, mettant ça sur le compte de ma solitude, qui me faisait voir des choses qui n'existaient probablement pas. Le point de rupture a été atteint lorsque Sophie a eu 6 mois et que je n'ai pas été invitée à la fête. J'ai appris l'existence de cette fête par les réseaux sociaux, en découvrant des dizaines de photos de famille et d'amis célébrant ma petite fille, tandis que moi, la grand-mère qui avait financé la location de la maison où se déroulait la fête, j'étais complètement exclue. C'est à ce moment précis que quelque chose a changé en moi. La douleur s'est muée en colère, et la colère a commencé à me faire voir clair. J'ai commencé à me poser des questions difficiles. Pourquoi Céline me repoussait-elle avec une telle détermination?
Qui gagnait-elle à tenir la grand-mère de l'enfant à l'écart? Et surtout, que se passait-il dans cette maison, à mon insu? C'est alors que j'ai commencé mon enquête, discrètement, méthodiquement. J'ai appelé de vieux amis qui habitaient près de chez Thomas et Céline, leur demandant nonchalamment comment ils allaient. Leurs réponses furent révélatrices. Une amie m'a confié qu'elle voyait rarement Napoléon dans le jardin, ce qui était étrange pour un Golden Retriever aussi énergique. Une autre a remarqué que Céline sortait des boutiques de luxe, les bras chargés de sacs, dépensant sans compter, tandis que Thomas semblait de plus en plus stressé et débordé. J'ai commencé à faire le lien entre les choses que j'avais jusque-là refusé de voir. J'ai engagé un détective privé. Je sais que cela peut paraître extrême, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. J'avais besoin de réponses concrètes à l'angoisse qui me rongeait. L'homme que j'ai engagé, un professionnel discret nommé Marcel, était spécialisé dans les affaires familiales et financières. Je lui ai donné accès aux documents relatifs à mon investissement dans l'entreprise de Thomas, aux papiers de la maison que je leur avais achetée, et je lui ai demandé d'enquêter sur la situation financière du couple et sur toute autre activité suspecte. Ce que Marcel a découvert dans les semaines qui ont suivi m'a plongé dans une rage et un désespoir intense. Les rapports arrivaient régulièrement, chacun plus inquiétant que le précédent. Céline entretenait une liaison depuis plus d'1 an avec un homme d'affaires local, marié, qui la comblait de cadeaux somptueux. Les photos que Marcel m'a montrées étaient sans équivoque. Céline entrant dans des hôtels de luxe en plein après-midi, quittant des restaurants chics main dans la main avec son amant, l'embrassant effrontément sur des parkings. Pendant ce temps, elle utilisait l'argent que j'avais investi dans l'entreprise de Thomas pour financer son train de vie extravagant, détournant les fonds de la société grâce à de fausses factures et des dépenses gonflées. Thomas, mon pauvre fils, n'y voyait que du feu, travaillant 12 heures par jour pour faire tourner le bureau, pendant que sa femme saignait l'entreprise à blanc et le trahissait dans son dos. Mais la découverte qui m'a véritablement bouleversée est survenue 3 mois après le début de l'enquête. Marcel suivait Céline lors d'une de ses sorties, lorsqu'il l'a vue s'arrêter à un refuge pour animaux en périphérie de la ville. Il a réussi à s'y introduire discrètement et, en discutant avec le personnel, a découvert quelque chose qui m'a profondément marqué. Céline avait abandonné Napoléon 6 semaines après l'avoir ramené à la maison. Elle l'avait tout simplement laissé au refuge, prétextant que le chien était trop gros, trop agité et qu'il ne s'entendait pas bien avec le bébé. Le personnel se souvenait parfaitement d'elle. Elle était froide et pressée, leur tendant la laisse et partant sans se retourner, tandis que Napoléon aboyait désespérément pour la suivre. Quand Marcel m'a annoncé la nouvelle, j'ai dû m'asseoir. Mes mains tremblaient en tenant le rapport, mes yeux lisant et relisant les mots, incapables de saisir pleinement la cruauté de ce qui s'était passé. Napoléon, mon fidèle compagnon, le dernier lien vivant avec Henri, avait été jeté comme un déchet. Et pendant près d'1 an, Thomas et Céline m'avaient menti chaque fois que je posais des questions sur lui. Ils inventaient des histoires. Combien il était heureux, combien Sophie adorait jouer avec lui, combien il était devenu un membre essentiel de la famille. Que des mensonges! Une cruelle mascarade pour me tenir à distance et me maintenir dans l'ignorance. Le lendemain, je suis allée au refuge. Mon cœur battait la chamade en entrant, suivant les indications de Marcel. J'ai expliqué à l'employé que je cherchais un Golden Retriever en particulier, abandonné là, il y a presque 1 an. Elle m'a conduite au chenil du fond, et c'est là que je l'ai vu. Napoléon était couché dans un coin, visiblement amaigri, le poil terne, les yeux tristes fixés au sol. Quand je l'ai appelé, ses douces oreilles se sont dressées. Il a tourné la tête vers moi, et pendant 1 seconde, il a semblé incrédule. Puis il a bondi et a couru vers les barreaux, aboyant, gémissant, la queue frénétique, essayant de m'atteindre à travers le métal. Je suis entrée dans le chenil, et Napoléon m'a couverte de l'échouille,
gémissant et tremblant, se collant tout son corps au mien, comme s'il craignait que je disparaisse à nouveau. J'ai pleuré, le serrant fort contre moi, sentant sa fourrure rêche sous mes doigts, réalisant combien il avait souffert, comment il avait été abandonné 2 fois par ceux qui auraient dû l'aimer. Le personnel m'a dit qu'il avait été déprimé pendant les premières semaines, refusant de manger, restant couché dans un coin du chenil, indifférent à tout. Personne ne s'était intéressé à son adoption car il semblait trop apathique, trop brisé. Mais maintenant, dans mes bras, il était de nouveau vivant, plein d'espoir, chez lui. J'ai rempli tous les papiers d'adoption sur le champ, sans hésiter. J'ai ramené Napoléon à la maison cet après-midi-là, et pendant les semaines qui ont suivi, je me suis entièrement consacrée à sa convalescence. J'ai consulté des vétérinaires, acheté des croquettes de qualité. Je le promenais 3 fois par jour. Je le brossais jusqu'à ce que son pelage brille à nouveau. Je lui parlais comme s'il comprenait chaque mot. Et petit à petit, jour après jour, j'ai vu mon chien renaître. Il a recommencé à courir dans le parc, à jouer avec sa balle préférée, à dormir à mes pieds pendant que je lisais le soir. Mais quelque chose en moi changeait aussi. La douleur se muait en détermination, la colère en stratégie. Je ne voulais pas simplement les confronter. N'importe qui aurait rassemblé toutes ces preuves, serait allé chez eux et les aurait jetées à la figure de Thomas et Céline, exigeant des explications et réparations. Mais cela aurait été une vengeance brutale. Ce serait m'abaisser à leur niveau. Ce serait gâcher l'occasion de leur donner une leçon qui les marquerait vraiment. Non, ce que je voulais, c'était une justice poétique. Je voulais que Céline soit démasquée pour le mensonge qu'elle avait si soigneusement construit. Je voulais que la vérité éclate au grand jour, de façon si publique et indéniable, qu'elle ne puisse ni manipuler, ni déformer les faits. Et puis, comme un don du ciel, j'ai reçu l'invitation. 3 semaines après avoir sauvé Napoléon, une notification arriva par la poste. C'était une invitation officielle au baptême de Sophie, qui aurait lieu dans 2 mois. Je fixais le papier doré à l'élégante calligraphie, partagé entre plusieurs émotions contradictoires. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après des mois d'exclusion systématique, Céline m'invitait-elle soudain à un événement aussi important? Marcel, lorsque je le consultais, avait une théorie. Céline devait sauver les apparences. Un baptême sans la grand-mère paternelle susciterait des interrogations parmi la famille et les amis, ferait jaser. Elle se servait de moi comme d'un ornement, comme preuve qu'elle était une belle fille aimante et attentionnée, alors qu'en réalité, je ne serais qu'un figurant de plus dans le spectacle parfait qu'elle s'efforçait tant de maintenir. Mais j'ai perçu dans cette invitation quelque chose que Céline n'avait pas anticipé. Une occasion en or. Je me suis mise à élaborer mon plan avec la précision d'un horloger suisse. Tout d'abord, j'ai continué à emmener Napoléon régulièrement chez le vétérinaire pour ses visites de contrôle, et à chaque fois, j'avais une longue conversation avec le docteur Isabelle, une vétérinaire expérimentée qui exerçait près de chez moi. Je lui racontais petit à petit, et d'un air apparemment désinvolte, comment j'avais trouvé mon chien abandonné dans un refuge, la puce électronique qui confirmait qu'il était bien mon Napoléon, toute l'histoire, comment il avait été confié à des proches qui avaient ensuite prétendu l'avoir perdu. Isabelle était indignée par cette histoire, et lorsque j'ai mentionné comme ça qu'il y aurait bientôt un baptême et que je pensais emmener Napoléon, elle a dit qu'elle serait ravie de rencontrer ma famille et qu'il était important, selon elle, que davantage de personnes soient informées du rôle crucial des puces électroniques pour retrouver les animaux perdus. L'invitation informelle que je lui avais adressée fut acceptée sans hésitation. Isabelle accepta de m'accompagner au baptême, emportant même son lecteur de puces portable, ce petit appareil qu'elle avait toujours avec elle lors des événements mondains, pour sensibiliser le public à l'identification animale. C'était parfait. Ce ne serait pas moi qui l'accuserais ou la confronterais. Ce serait la technologie, froide et impartiale,
qui révélerait la vérité devant témoins. La beauté du plan résidait dans sa simplicité et son inévitabilité. Céline devrait choisir entre deux options tout aussi désastreuses. Avouer avoir menti au sujet du chien pendant des mois, ou insister sur le fait que ce n'était pas Napoléon, et être publiquement contredite par un appareil impossible à manipuler ou à tromper. Dans les semaines précédant le baptême, je me suis occupée de Napoléon avec un dévouement renouvelé. Il devait être impeccable. Il devait être reconnu comme le magnifique chien qu'il avait toujours été. Je l'ai emmené dans une animalerie spécialisée, où son pelage a été toiletté professionnellement, ses griffes coupées, ses dents nettoyées. Je lui ai acheté un nouveau collier élégant en cuir marron et une médaille d'identification dorée gravée à son nom. Quand je le regardais, je voyais non seulement mon compagnon guéri, mais aussi la preuve vivante de la cruauté et de la manipulation de Céline. Chaque fois que Thomas appelait, ce qui était rare, je faisais comme si de rien n'était. Je le remerciais pour l'invitation, disais avoir hâte de revoir Sophie, demandais poliment des nouvelles de chacun. Je ne mentionnais jamais Napoléon, ne laissais jamais transparaître que je connaissais la vérité. Je voulais qu'ils se sentent en parfaite sécurité, qu'ils aient le sentiment de maîtriser la situation. Le jour du baptême s'annonçait clair et ensoleillé, une de ces parfaites journées de printemps qui semblent bénir les événements importants. Je portais une élégante tenue bleu marine, mes cheveux étaient coiffés en un chignon sophistiqué et j'avais mis les perles qu'Henri m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas vu une femme brisée et rejetée, mais une stratège sur le point de porter le coup de grâce. Isabelle est arrivée à l'heure, vêtue discrètement mais avec professionnalisme, son sac contenant le lecteur de puces électroniques. Nous avons installé Napoléon sur la banquette arrière de ma voiture. Il rayonnait d'excitation, ignorant tout du rôle crucial qu'il allait jouer dans les heures à venir. Tout au long du trajet jusqu'à la salle des fêtes que Céline avait louée pour l'occasion, je repassais mentalement chaque étape du plan. Pas de cris, pas d'accusations hystériques, pas de drame inutile. Il n'y aurait que la vérité, implacable et indéniable. Lorsque nous arrivâmes dans la salle de bal, l'endroit était rempli d'invités élégamment vêtus, qui bavardaient avec animation, tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés. Le décor était d'un luxe ostentatoire, avec d'énormes compositions florales, et une table de dessert qui avait dû coûter une fortune. Ma fortune, pensais-je avec amertume, me rappelant l'argent que Céline avait détourné de l'entreprise de Thomas pour financer ce train de vie. Je tenais fermement la laisse de Napoléon et entrais avec Isabelle à mes côtés, la tête haute, un sourire poli parfaitement ajusté sur son visage. La réaction fut instantanée. Céline se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec Sophie dans les bras, ravissante dans sa robe de baptême blanche. Quand son regard se posa sur moi puis sur Napoléon, je la vis se décomposer. Un instant, la panique pure traversa son visage, avant qu'elle ne reprenne son air de parfaite hôtesse. Elle s'approcha rapidement, Thomas sur ses talons, visiblement déconcerté et mal à l'aise. Avant même que je puisse dire un mot, avant même de les saluer correctement, Céline éleva la voix d'une manière qui fit se retourner plusieurs têtes. Elle déclara, avec une indignation théâtrale manifestement destinée à m'humilier, que ce chien immonde n'entrerait pas à sa fête, que je n'avais aucun respect pour avoir amené un animal inconnu à un événement où il y avait un bébé, que c'était bien mon genre de ne pas comprendre les limites élémentaires de l'éducation et de la bienséance. Le silence qui suivit fut pesant. Tous les regards étaient braqués sur moi, scrutant, analysant, attendant ma réaction. Thomas semblait mortifié, tiraillé entre sa loyauté envers sa femme et un malaise évident face à la cruauté publique dont sa propre mère était victime. C'était exactement ce que j'avais prédit, le piège que Céline s'était tendu sans le savoir. Je gardai une voix calme, presque douce, et répondis que je comprenais son inquiétude,
mais que je souhaitais simplement clarifier un point important avant de partir. C'est alors qu'Isabelle s'avança, se présentant poliment comme vétérinaire et amie de la famille, et suggérant que, puisqu'il y avait des doutes concernant le chien, elle pouvait facilement vérifier la puce électronique pour l'identifier. Une procédure simple et rapide qui dissiperait toute confusion. Céline se figea. Je vis la panique revenir dans ses yeux, plus intense, plus désespérée. Elle tenta de protester, affirmant que ce n'était pas nécessaire, que c'était une perte de temps, qu'elle voulait juste que le chien s'en aille. Mais les invités, désormais intrigués par le drame qui se déroulait, commencèrent à convenir qu'il serait intéressant de vérifier, instructif, qu'ils n'avaient jamais vu de lecteur de puce électronique en action. Isabelle, avec l'efficacité professionnelle que j'admirais tant chez elle, était déjà agenouillée près de Napoléon, passant le petit appareil sur son cou. Le bip électronique résonna dans la pièce silencieuse comme un glas. Puis Isabelle lut à haute voix, clairement et sans équivoque, le numéro de la puce enregistré au nom de Marguerite Dubois, datant de 5 ans. Napoléon était, sans l'ombre d'un doute, mon chien. Le silence qui s'abattit sur la pièce était absolu, pesant, suffocant. 50 paires d'yeux se tournèrent de moi vers Céline, attendant une explication qu'elle était incapable de formuler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. Non pas de tristesse ou de regret, mais de pure terreur à l'idée que son château de mensonges s'écroulait. Ce fut Thomas qui rompit le silence, la voix rauque de choc et de confusion, demandant pourquoi Napoléon était avec moi, alors qu'il aurait dû être avec eux depuis près d'1 an. Et c'est à ce moment précis, devant tous ces invités, que je racontais mon histoire avec le calme de quelqu'un qui sait que la vérité est l'arme la plus puissante qui soit. J'ai raconté comment je leur avais confié Napoléon par amour, comment je m'étais renseignée sur lui pendant des mois, comment ils avaient menti, prétendant qu'il était en bonne santé et heureux, alors qu'en réalité Céline l'avait abandonné dans un refuge 6 semaines après l'avoir recueilli. J'ai expliqué comment je l'avais retrouvé des mois plus tard, déprimé et négligé, et comment la puce électronique avait confirmé son identité. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, ni de proférer d'accusations fracassantes. Les faits parlaient d'eux-mêmes, froids et implacables. Et puis, parce que la vérité finit toujours par se dévoiler quand le premier mensonge est mis à nu, d'autres secrets ont commencé à émerger. Un des associés de Thomas, présent à la soirée, a discrètement mentionné avoir remarqué des irrégularités dans la comptabilité de l'entreprise, des factures incohérentes et des dépenses inexpliquées. Marcel, mon enquêteur, avait discrètement partagé des informations avec des personnes clés ces dernières semaines, semant le doute qui, à présent, se dévoilait au grand jour. L'infidélité de Céline a été révélée par une cousine qui ne l'avait jamais appréciée et qui a profité de ce moment de faiblesse pour se venger d'offenses anciennes. En quelques minutes, toute la mascarade soigneusement orchestrée par Céline, l'épouse parfaite, la mère dévouée et la belle-fille aimante, s'est effondrée devant ses amis, sa famille et sa communauté. Thomas m'a contacté quelques jours plus tard, anéanti et honteux. Il avait immédiatement demandé le divorce, fait auditer son entreprise par des avocats et enfin compris l'ampleur de la manipulation et de la trahison dont il avait été victime. En larmes, il m'a supplié de le pardonner, d'avoir été aveugle, de m'avoir laissé m'éloigner de sa vie et de celle de ma petite fille, de ne pas avoir remis en question les mensonges flagrants concernant Napoléon. J'ai serré mon fils dans mes bras et lui ai dit que je comprenais, qu'il avait lui aussi été trompé et que l'important était de reconstruire à partir de là. Aujourd'hui, 1 an après ce baptême mémorable, ma vie est infiniment plus belle qu'avant. Thomas et Sophie vivent chez moi depuis leur divorce, et ma maison, autrefois vide, est devenue un foyer plein de vie et de rire.
Napoléon est le compagnon inséparable de ma petite fille, et les voir jouer ensemble dans le jardin me remplit le cœur d'une joie que je croyais perdue à jamais. Thomas a reconstruit son entreprise avec mon aide, mais cette fois-ci avec des contrats clairs et une transparence totale, ce qui en a fait une société encore plus prospère qu'auparavant. Céline a tout perdu dans la bataille juridique qui a suivi. Sa réputation, son mariage, une grande partie de l'argent qu'elle avait détourné, et tout droit à la garde de Sophie, après la présentation de preuves de négligence et de fraude. J'ai appris que la vraie force ne vient pas du fait d'être toujours généreux, toujours confiant, toujours prêt à se sacrifier. Elle vient de savoir s'arrêter de donner à ceux qui ne le méritent pas, d'avoir le courage d'enquêter quand quelque chose cloche, et de la sagesse de laisser la vérité faire son œuvre. Je n'avais pas besoin de me venger de Céline de mes propres mains. Il me suffisait de révéler ses mensonges à la lumière de la vérité et de laisser les conséquences naturelles de ses actes la détruire. Voilà la différence entre la vengeance et la justice, entre réagir avec colère et agir avec stratégie. Et tandis que j'enlace Sophie et que je caresse les douces oreilles de Napoléon, je sais que j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle satisfaction passagère de vengeance. J'ai retrouvé ma famille, ma dignité, et la certitude absolue que plus jamais personne ne me fera me sentir insignifiante ou inutile. Car je suis Marguerite, et je suis le pilier. Mais désormais un pilier qui sait quand il soutient un toit, qui ne mérite pas de rester debout.